Alors, quand on dit un hypertenseur, on dit un médicament qui traite l'hypertension. Alors, c'est quoi la pression avant d'entamer l'hypertension? Donc, on commence par la pression artérielle. La pression artérielle, quand on dit une pression artérielle, c'est la pression dynamique qui règne dans les vaisseaux artériels. Je dis bien artériels, et qui assure l'écoulement du sang du cœur vers la périphérie, c'est-à-dire vers la circulation sanguine vers tous les organes. D'accord. Elle mesure la force exercée par le sang sur la paroi ou bien les parois des artères. Donc, l'écoulement de sang ou bien le passage de sang à travers une paroi ou bien les vaisseaux qui sont, on peut dire, élastiques. Elles ont un certain ou bien une certaine force d'étirement. Cette force exercée de sang sur la paroi, c'est la pression. On est d'accord? Très bien. Cette pression, elle dépend de la force de pompage exercée par le cœur. Le cœur, vous savez tous que le cœur est un appareil bien de pompage, c'est-à-dire elle assure un pompage, une action diastolique, systolique, c'est-à-dire qui va pomper. C'est comme la pompe, donc à la maison, la pompe, qui assure toute la circulation ou bien une bonne circulation vers tout sanguin, bien sûr, vers tous les organes. D'accord. La force de résistance exercée par la paroi des artères. Vous connaissez dans le module de biophysique. Donc, quand il y a un liquide on peut dire qui est visqueux, qui passe à travers une paroi, il y a une résistance de la paroi envers le liquide. Est-ce que c'est clair? Cette force de résistance dépend ou bien elle peut intervenir ou bien elle a, comment dirais-je? Donc, elle peut conditionner la pression artérielle. Est-ce qu'elle est normale? Est-ce qu'elle est augmentée? Est-ce qu'elle est diminuée selon la résistance des parois qui sont, entre parenthèses, les vaisseaux? Clair? Et bien sûr, le volume sanguin ou bien le débit sanguin. OK. La pression systolique, c'est quoi par définition? C'est la pression ou bien la valeur qui correspond à la pression artérielle pendant la contraction ventriculaire. Normalement, c'est clair ici. C'est la contraction. La diastolique, c'est la valeur minimale. Ici, c'est le relâchement du cœur. Donc, il va se contracter, puis se relâcher. Donc, on prend la valeur de la contraction et la valeur lors de l'éjection, la dernière éjection du sang lors de la diastole. Est-ce que c'est clair? Donc, la pression artérielle, elle est définie comme le produit ou bien du débit cardiaque fois la résistance. Donc, on peut, quand on dit une pression, le produit du débit fois la résistance, donc s'il y a une augmentation de la pression artérielle, soit une augmentation de la résistance ou bien le débit. On est clair? Très bien. Ça, c'est la pression artérielle. Mais l'HTA, elle est définie par quoi? Donc, la définition conventionnelle, donc la haute autorité de santé, Vidal, etc., définit la pression artérielle, ou bien une hypertension artérielle, par la pression artérielle systolique supérieure ou égale à 14 et la diastolique supérieure ou égale à 9, mesurée au cabinet médical au mieux, avec un appareil électronique qui est confirmé au minimum par 2 mesures par consultation au cours de 3 consultations successives. 2 mesures par consultation, 3 consultations successives, sur une période de 3 à 6 mois. En ce qui concerne l'HTA de grade 3, c'est-à-dire sévère, on va voir c'est quoi HTA grade 3. Ici, 2 consultations. Donc, une consultation avec, 2 mesures au cours d'une consultation, sur 2 consultations successives, on peut dire que le patient, il souffre ou bien il ne souffre pas d'une HTA ici c'est grade 3, donc directement c'est une HTA grade 3 ou bien sévère. Donc 2 consultations successives, ça suffit.
D'accord? C'est pour vous prochainement quand vous faites le diagnostic. D'accord. Selon la Société européenne d'hypertension artérielle, elle subdivise la pression artérielle en catégories, de l'optimale jusqu'à la normale haute. Vous voyez? La normale, c'est moins de 12, moins 8. On est d'accord? La normale, moins de 13, moins 8,5. On commence par la normale haute, qu'on voyait 13, 13, 9, 8, 5, 8, 9. D'accord? L'HTA commence à partir de 14, 9 et jusqu'à 15, 9, 9, 9. On appelle une HTA légère. Puis l'HTA modérée de 16, 17, 9, 10, 19. Et l'HTA sévère, c'est le grade 3. Le patient donc a une HTA systolique plus de 18 et plus de 11 pour la diastolique, et l'HTA systolique isolée. Donc il y a ce qu'on appelle l'HTA systolique, c'est-à-dire qu'il y a une augmentation de la pression artérielle systolique seulement et la diastolique est inférieure à 9. Ça, on est seulement dans les définitions. Donc c'est clair, on n'a pas entré dans la pharmacologie. La régulation. Ici, vous devez suivre très attentivement. Pourquoi? Parce que la régulation, c'est ça qu'on peut comprendre comment les médicaments antihypertenseurs fonctionnent. D'accord? Et c'est cette régulation, prochainement, donc durant, par exemple, les modules de cardiologie, vous allez voir tout ça, mais il faut comprendre la régulation de la pression artérielle. Il faut les comprendre. D'accord. On commence par la régulation humorale. Quand on dit humorale, ça veut dire qu'il y a des hormones, il y a des peptides qui contrôlent la régulation. D'accord? Quand on dit un système rénine, angiotensine, aldostérone, est-ce que vous connaissez ce système? Très bien. Quand on dit le système rénine, angiotensine, aldostérone, donc il y a une régulation à base de peptides, à base hormonale, qui va contrôler quoi? On va voir, elle va contrôler quoi? Quand on dit la régulation de taux de sodium, de potassium et de l'équilibre hydrique, ce sont des peptides impliqués dans la maintenance du volume et de la tension artérielle. Mais comment? On commence. Ça, c'est un exemple. Dès qu'il y a une chute de la pression artérielle, donc il y aura une détection qu'il y a une chute. Le corps, il détecte qu'il y a une chute de pression artérielle, qu'il y a une diminution de la volémie, etc. Qu'est-ce qu'il va faire? Donc, il va augmenter la sécrétion de la rénine. Où? L'endroit juxta-glomérulaire au niveau? OK. Il détecte qu'il y a un niveau de sodium très bas. Il détecte qu'il y a une hypovolémie. Donc, il va augmenter la synthèse de la rénine au niveau du rein, dans l'appareil juxtaglomérulaire du néphron. OK. Sécrétée par les cellules, synthétisée par les cellules de l'appareil juxtaglomérulaire. Qu'est-ce qu'elle va faire, la rénine? La rénine, c'est une enzyme qui va dégrader l'angiotensinogène qui est sécrété au niveau hépatique. En angiotensine 1, c'est quoi l'angiotensine 1? C'est un peptide. C'est pas une enzyme. Peptide, mais inactif. Inactif. Le 1, il est inactif. L'angiotensine 1, il sera transformé en angiotensine 2 par l'enzyme de conversion de l'angiotensine. Alors, l'enzyme de conversion, c'est quoi? C'est une enzyme, d'accord? C'est une enzyme, on est clair. Elle va dégrader l'angiotensine 1 en angiotensine 2. C'est l'angiotensine 2 qui est le peptide actif. Le 2 qui est actif, c'est pas le 1, faites attention. C'est le 2. C'est un puissant, je dis bien, c'est un puissant vasoconstricteur. Clair? Ce système, il existe au niveau tissulaire, écrivez s'il vous plaît, il existe au niveau tissulaire et au niveau plasmatique. Ça veut dire quoi, tissulaire et plasmatique? Tout ce qui est plasmatique, il va réguler la pression artérielle. 2 points, régule la pression artérielle. J'aimerais bien que vous écrivez, même s'il y a un enregistrement. Mais parce que c'est vous qui faites la rédaction, c'est bien pour vous. Tout ce qui est tissulaire, il est indépendant.
C'est pour ça que vous trouvez qu'il y a toujours une sécrétion de l'angiotensine tissulaire 2, malgré il y a une inhibition de l'enzyme de conversion. Est-ce que c'est clair? Ça, c'est une information pour vous après. L'angiotensine 2, il va entraîner une vasoconstriction. Il va se lier à son récepteur. D'accord? Activation de cascade. Donc, vous connaissez le second messager? Vous avez étudié le phospholipase, inositol, triphosphate. Vous avez fait ça? Les protéines GQ, voilà. Donc, il va entraîner la vasoconstriction des vaisseaux, bien sûr, augmentation de la libération de catécholamine par la surrénale, la midillo-surrénale, augmentation de l'activité du système nerveux sympathique. Tiens, lorsqu'il y a une sécrétion de l'angiotensine 2, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va, comment dirais-je, activer le système sympathique qui va augmenter la fréquence cardiaque, qui va diminuer la volémie, etc., la sueur, etc. D'accord? Ça, c'est le système, l'activation du système nerveux sympathique. Et aussi, la libération de l'aldostérone, la synthèse et la libération. Il active la synthèse et la libération de l'aldostérone. D'accord? Il est sécrété à quel niveau l'aldostérone? Rénale. La surrénale, la midillo-surrénale. Le rôle de l'aldostérone? De quoi? Seulement le sodium et de l'eau. L'angiotensine a un rôle dans l'augmentation de la résistance périphérique. Nous avons déjà dit la vasoconstriction et la volémie. La volémie, c'est l'eau. Quand on dit la volémie, c'est l'eau. Donc, par conséquence, augmentation de la pression artérielle. Clair? Le système kinine-kallikrein. Est-ce que vous avez une idée sur le système kinine-kallikrein? Le système kinine-kallikrein, suivez bien, c'est un système qui intervient dans le cas d'une inflammation, de douleur ou de changement de pression artérielle. Mais comment? On commence par la kallikrein. La kallikrein, donc c'est une enzyme. C'est une enzyme qui transforme le kininogène en bradykinin. Donc, c'est des peptides. Les kininogènes, ils participent, entre parenthèses, aux cascades de la coagulation. Quand est-ce qu'il y a une activation de ce système? Je vous dis entre parenthèses, oui. Très bien. Mais quand est-ce qu'il y a une activation? Dès qu'il y a un changement de la pression artérielle, dès qu'il y a une peau lésée, dès qu'il y a une douleur. Les trois. Une peau lésée, il active les cascades de coagulation, il va entamer la cascade de coagulation, les kallikrein. Deuxièmement, douleur, donc la nociception, tout ce qui est douleur. Et troisièmement, la pression artérielle, quand il y a un changement. Clair? Alors, le kininogène est transformé en bradykinine par ce qu'on appelle la kallikrein. La kallikrein, qui est enzyme sécrétée au niveau hépatique, elle va nous donner la bradykinine. Quand votre collègue a mentionné la bradykinine, elle intervient dans la vasodilatation et la perméabilité vasculaire, non seulement ça, la libération de monoxyde d'azote et prostaglandine. S'il vous plaît, est-ce que vous connaissez la prostaglandine et le monoxyde d'azote? Monoxyde d'azote, il intervient dans quel mécanisme ou bien quel est le rôle? Très bien. La prostaglandine aussi, non seulement dans la nociception, etc., protection de tout ce qui est estomac, mais aussi elle intervient dans la vasodilatation et aussi la contraction des muscles lisses non vasculaires et la bronchoconstriction. Est-ce que c'est clair? Ça, c'est la physiologie. On peut dire c'est la physiologie.
La bradykinin, elle est dégradée, je dis bien, elle est dégradée par l'enzyme de conversion de l'angiotensine 2, qui est l'angiotensine, en métabolite inactif. Vous imaginez quand j'inhibe l'enzyme de conversion, qu'est-ce que j'aurai? Augmentation de taux de bradykinin, ça veut dire vasodilatation. Est-ce que c'est clair? Très bien. Les peptides natriuritiques, c'est juste pour vous. Donc, les peptides natriuritiques, donc lors de la régulation, le cœur sécrète des peptides natriuritiques. Ça veut dire quoi? C'est des peptides, polypeptides d'origine cardiaque, sécrétés au niveau du cœur, qui augmentent l'élimination urinaire du sodium et l'action vasodilatatrice. Sans entrer dans les détails, c'est des peptides sécrétés par le cœur qui vont dans la circulation sanguine, qui ont une action vasodilatatrice et éliminatrice du sodium et du tout ce qui est urinaire du sodium. Donc, ils vont intervenir dans la régulation de la pression artérielle. Tout ça, tous ces systèmes, ils vont intervenir dans la régulation de la pression artérielle chez un sujet normal. Ils vont ils vont réussir à maintenir une pression artérielle normale chez un sujet normal. Parce qu'un sujet normal, il peut y avoir une légère augmentation, hop, tous ces systèmes, ils vont intervenir, ils vont diminuer la tension ou bien ce qu'on appelle l'hypertension. Mais c'est chez un sujet malade qui ne peut pas contrôler l'hypertension, là, il nécessite le traitement pharmacologique. Clair? Donc, elle va synthétiser dans le cœur, favoriser l'élimination rapide du sodium. C'est des vasodilatateurs puissants et inhibent l'action de la libération et l'action de l'aldostérone. D'accord? La régulation nerveuse. On a terminé la régulation hémorale nerveuse. Nerveuse, ce qu'on appelle les baroréflexes. Vous connaissez c'est quoi les baroréflexes? À haute voix, s'il vous plaît. Les baroréflexes? Oui. Allez-y. On trouve dans quel endroit les baroréflexes? Oui? Le sinus aortique, les sinus, carotidiens et la crosse aortique. Ils vont intervenir, pourquoi? Ou bien dans quelles conditions? Quand il y a une augmentation de la pression ou bien diminution de la pression artérielle, ils vont détecter, suivez bien, ils vont détecter l'étirement des parois des vaisseaux. L'étirement, ça c'est la pure physiologie. L'étirement, s'il vous plaît les portables. L'étirement des parois. C'est pour vous, pour avoir une bonne idée. C'est pour comprendre la pharmacologie des antihypertenseurs, il faut comprendre et apprendre tout ça. Quand il y a des vaisseaux qui sera étirés ou le contraire, c'est les baroréflexes, il y a un réflexe, ils vont transmettre le message au centre bulbaire du système nerveux, il va retourner par activer soit le sympathique ou le parasympathique. C'est clair? Très bien. Les récepteurs adrénergiques. On a combien de récepteurs adrénergiques qui interviennent dans le système sympathique? Lesquels? Et bêta 3. On commence par les alpha 1. Les alpha 1, on le trouve où? Les alpha 1. Très bien, les vaisseaux. Le rôle sont couplés à la protéine G, Q. Quand on dit GQ, G alpha, donc il y a soit une contraction. Quand on dit GI,
il y a une inhibition. Très bien. Qu'est-ce qu'il y a comme conséquence? La vaso favorise la glycogénolyse. Ça veut dire quoi? De quoi? De la dégradation? Très bien. Vous comprenez pourquoi, quand il y a une hypertension ou bien un stress, panique, il y a une hyperglycémie? Vous comprenez pourquoi? Quand il y a une panique, vous êtes en train, par exemple, une peur de quelque chose devant vous. Qu'est-ce que vous aurez? Tachycardie, sueur. Il y a des fois des pics de l'hypertensif ou bien une hyperglycémie. C'est pour ça. Dès qu'il y a une panique, une peur, le système nerveux central, il va activer le système nerveux sympathique. C'est la noradrénaline et l'adrénaline. Quand il y a une sécrétion de la noradrénaline, et l'adrénaline, donc il y a une augmentation de l'activité cardiaque, il y a ce qu'on appelle les sueurs, et la glycogénolyse, et augmente la libération de la rénine. Il y a aussi la contraction du muscle lisse. Des fois, vous trouvez une diarrhée devant une panique ou bien une... Est-ce que c'est clair? Très bien. Il faut pas juste comprendre le cours brut. Il faut toujours l'assimiler ou bien l'assimiler avec d'autres épreuves de votre vie. D'accord? Les alpha 2, on les trouve où? Alpha 2. Le système nerveux central, très bien, en présynaptique. Ça veut dire, quand on stimule les alpha 2, qu'est-ce qu'il y aura comme conséquence? Inhibition automatique. Et quand on inhibe l'alpha 2, l'activation. C'est le contraire. S'il n'y a pas une action inhibitrice, donc il y a une action stimulatrice. Donc il inhibe la libération de la noradrénaline, diminue la sécrétion de l'insuline par le pancréas, et diminue l'agrégation plaquettaire. Ça, c'est pour vous. L'agrégation, il diminue aussi la sécrétion de l'insuline. Parce que c'est une action inhibitrice. Est-ce que c'est clair? Les bêta 1, on les trouve où? Oui. Diminue la sécrétion de l'insuline. Oui. Mais on peut pas... Oui. En quelque sorte. Mais il faut savoir que c'est par rapport à la densité de l'expression de ces récepteurs. D'accord? Quand on dit alpha 1, elle est très exprimée par rapport à la alpha 2. D'accord? Et si on veut faire balance, c'est alpha 1 qui prend c'est l'alpha 1 qui prend la relève. C'est-à-dire que quand on stimule alpha 1 et alpha 2, on trouve qu'il y a une augmentation de la glycogénolyse. Oui. Il y a une diminution aussi de l'insuline. Tout ce qui est alpha, c'est augmentation de la glycémie. Couplé aux protéines GS. Premièrement, les alpha 1, on le trouve où? Quel endroit? Oui, le cœur. À 90-95% au niveau du cœur. Il y en a certains dans les vaisseaux, mais en très très faible densité. Entre parenthèses, c'est pour vous. C'est en très faible densité, mais c'est le cœur. Quand je dis bêta 1, le cœur. D'accord? Effet, quand je stimule les bêta 1 au niveau cardiaque, j'aurai comme conséquence effet chronotrope positif, inotrope positif, battementrope positif et dromotrope positif. Ça veut dire quoi? La contractilité, la fréquence, la conductibilité et qu'est-ce que j'ai dit? Dromotrope, c'est la conductibilité, la fréquence et la contraction. Il reste quoi? Conductibilité. Oui? C'est la fréquence, le rythme. Oui, l'excitabilité.
et augmente la libération de la rénine. Souvenez-vous, les bêta-1, quand on active les bêta-1, il y a une sécrétion de la rénine au niveau du néphron, des cellules juxtaglomérées. OK? Les bêta-2, on le trouve où? Les branches. Et aussi, on peut dire les vaisseaux. Branches et vaisseaux. Elle entraîne la relaxation des muscles lisses. C'est pour ça, les anti-asthmatiques, c'est des bêta-2 mimétiques. C'est-à-dire, ils miment l'effet des bêta-2. OK? Augmente la libération de l'insuline. Tout ce qui est alpha diminue l'insuline, donc hyperglycémia. Les bêta, elles augmentent tout ce qui est insuline. Est-ce que c'est clair jusqu'à maintenant? Donc, l'HTA artérielle ou bien l'hypertension artérielle, on a deux catégories. Généralement, elle est essentielle. Essentielle, c'est-à-dire, à un certain moment, le corps n'arrive plus à maîtriser et à contrôler la pression artérielle avec ce système de régulation. Il n'arrive plus. Soit les récepteurs ne fonctionnent pas d'une manière adéquate, soit les barorécepteurs ne peuvent pas détecter clairement les variations de la pression artérielle. Donc, il y a un problème, en quelque sorte, il y a un problème, on peut dire, soit des récepteurs, soit les systèmes sympathiques, parasympathiques, il y a un problème, il y a un dérèglement. D'accord? Les facteurs déclenchants, le tabac, la sédentarité, bien sûr, prise de poids, l'alimentation riche en sel, c'est clair, parce que quand on dit une hypertension artérielle, c'est qu'il y a une augmentation de la concentration du sodium et de l'eau. Sodium et l'eau. Et aussi, hypercholestérolémie non contrôlée, elle va entraîner le rétrécissement des vaisseaux, ce qui entraîne l'augmentation de la pression artérielle. C'est ça la relation entre l'hypercholestérolémie et l'hypertension artérielle. Est-ce que c'est clair? Au fond, vous arrivez à suivre? Très bien. Secondaire, donc secondaire, s'il y a ce qu'on appelle HTA lié, que ce soit un type de cancer, un type de, je sais pas, les tumeurs, chirurgie, il y a une augmentation de la pression artérielle, mais momentanément, elle ne dure pas longtemps. Est-ce que c'est clair? Je continue toujours avec tout ce qui est physiopathologie. Je vais traiter l'œdème, parce que l'œdème, on va étudier les diurétiques. Donc, on va avoir une idée sur l'œdème. L'œdème, vous savez tous c'est quoi l'œdème? C'est un gonflement des tissus par l'accumulation du plasma en dehors des vaisseaux sanguins. D'accord? Le plasma, elle envahit le tissu interstitiel. C'est clair? Les causes, il y en a plein, mais généralement, soit le patient souffre d'une insuffisance cardiaque, soit il souffre d'une acide hépatique. Vous connaissez c'est quoi l'acide hépatique? C'est l'accumulation de liquide dans l'abdomen. La cause généralement c'est la cirrhose et les œdèmes prémenstruels. Est-ce que c'est clair? On entame les diurétiques. Les diurétiques, c'est un cours un peu long, mais on va essayer de comprendre. Suivez bien, s'il vous plaît. Donc, c'est quoi un diurétique? Qui va? L'excrétion de quoi? De l'urée. Concentré en quoi? Et l'eau. Donc, il va augmenter l'élimination urinaire du sodium et diminuer la boulimie et la surcharge sodique. Donc, au niveau sanguin. Il y en a le néphron. Les diurétiques sont actifs au niveau du néphron. Néphron, c'est l'unité structurale de rein.
qui filtre le sang, chaque néphron constitué de glomérules avec capsule de Bowman et bien sûr l'ensemble des tubes. C'est clair. Je ne vais pas trop tarder ici. La classification, donc à apprendre par cœur. C'est surtout prochainement, vous allez utiliser tout ça. Il y en a les tubes contournés proximales. Vous savez c'est quoi le tube contourné proximal, distal? Est-ce que vous avez une idée? Très bien. Quand on dit les tubes contournés proximales, il y a deux médicaments. Les inhibiteurs de l'anhydrase carbonique et les diurétiques osmotiques. On va détailler tout ça. Donc, les branches ascendantes larges de l'anse de Henle. Vous connaissez c'est quoi l'anse de Henle? Il y a ce qu'on appelle une branche ascendante. C'est là les diurétiques de l'anse. D'accord? Les segments initiaux, le tube contourné proximal. On va voir tout ça. C'est les diurétiques thiazidiques. Et les segments du tube contourné distal, le tube collecteur, ça ce qu'on appelle les diurétiques épargneurs potassiques. Ça veut dire quoi, épargneur potassique? Augmente le taux de potassium. Très bien. Vous connaissez tous, c'est un petit peu la physiologie. La réabsorption au niveau du tube contourné distal de sodium est assurée par... Oui? Oui. Vous êtes étudiant en troisième année, hein? Oui? Il est un peu tard, monsieur. Les lunettes de soleil, enlevez. Vous avez l'habitude de rentrer n'importe quel moment, hein? Cette fois-ci, la prochaine fois, je laisse pas personne après une demi-heure. Donc, la réabsorption dans le tube collecteur, il se fait par les cellules principales. On utilise par les cellules principales, ils vont synthétiser et sécréter l'aldostérone et l'hormone antidiurétique au niveau du tube collecteur et une partie du tube contourné distal. Il faut que vous شوفوا هي تبان صعيبة. Elle a l'air difficile. Mais non, au contraire, avec la classification et la compréhension, vous allez apprendre ça. La réabsorption au niveau du tube contourné, proximal, elle dépend d'une pompe. Brièvement, la différence entre pompe, transporteur et symporteur pour faciliter le cours. Pompe, c'est quoi? Très bien, c'est l'énergie, automatiquement. Une pompe, c'est l'énergie. Un cotransport. Échange. Donc, entrée de sodium, sortie de potassium. Symporteur. Le même sens. Très bien, Allah يبارك. C'est les cours de pharmaco ولا تعرفوا من قبل؟ Magnifique. Donc, ici, j'ai déjà expliqué. Je ne vais pas trop tarder. Donc, voici. Normalement, vous connaissez. C'est le tube proximal. Le tube distal. L'anse de Henle. Il y a la descendante, il y a l'ascendante. Les médicaments actifs au niveau de l'ascendante. L'ascendante. La descendante parce qu'elle est perméable à l'eau. Donc, l'ascendante. OK? La branche ascendante, distale, proximale et le collecteur. Clair? Voici la classification. Donc, tout ce qui est hypocalémiant et hypercalémiant. Quand je dis hypocalémiant, donc il y a une augmentation de l'excrétion de potassium au profit de sodium. Donc, si je tourne le sodium vers l'organisme, j'aurai par conséquence excrétion de potassium. Ça, c'est les hypocalémiants.
Les hypercalimiants, j'aurai le contraire. Le potassium qui va rentrer dans l'organisme, la circulation sanguine. Est-ce que c'est clair? Oui. On commence par les diurétiques de Lens. Quand je dis diurétique de Lens, c'est l'un, ou bien le plus puissant diurétique utilisé dans la thérapeutique. Furosémide, la Zélix, c'est le plus puissant. D'accord? Il inhibe directement la réabsorption du sodium, potassium et chlore. Pardon, le chlore sont... Le symporteur, c'est le sodium, chlore et 2 molécules de Cl. Quand je dis symporteur, c'est-à-dire le tout qui vont entrer dans l'organisme au niveau de la branche ascendante. Voici, vous voyez, ça c'est le symporteur. La rentrée de 2 chlore, 2 potasse et sodium. C'est là qu'il va intervenir les diurétiques de Lens. Ils vont, dès qu'ils se fixent, il y a le contraire. Le symporteur, il va pas ressortir les 3 ions. Clair? Donc avec les schémas, donc révisez avec les schémas, vous allez bien comprendre. D'accord? Par conséquence, entre parenthèses, si j'inhibe ce symporteur, vous allez trouver que tout ça en relation. Si j'inhibe ça, donc il n'y aura pas de excrétion. On est d'accord? Par conséquent, il n'y aura pas de magnésium. Donc, en tant que futur médecin, quand on veut donner, vous prescrivez tout ce qui est diurétique de Lens, il faut faire attention à la magnésémie et la calcémie. D'accord? Très bien. Yani, c'est pas quelqu'un qui n'a pas ou là qui présente une hypocalcémie ou furosémie. Il faut faire attention. Le bilan. Clair? Donc les indications. Quand je dis un diurétique très fort. Est-ce qu'il est logique quand je l'utilise dans le cadre de l'OAP? œdème aigu du poumon. Vous connaissez c'est quoi l'œdème aigu du poumon? Donc c'est l'accumulation du liquide ou bien du sang au niveau jusqu'à l'alvéole, à cause généralement de l'insuffisance cardiaque gauche. L'œdème d'origine cardiaque et rénale, tout HTA, logique, entre parenthèses, surtout en cas d'une urgence hypertensive, on peut donner les furosémides. Urgence hypertensive. Et l'insuffisance rénale chronique et aiguë. C'est clair pourquoi? Why? Qui peut me dire? Parce que le rein, il n'arrive pas, que ce soit à excréter, à réabsorber, tout ça. On peut dire qu'il peut faciliter les tâches. Il passe directement au rein, et il va inhiber le symporteur. Il y a un retour. Le rein, s'il y a une insuffisance rénale fonctionnelle, elle peut réapparaître. Elle peut, comment dirais-je, être fonctionnelle. D'accord? Est-ce que c'est clair? Le furosémide, il est indiqué en cas d'une insuffisance rénale aiguë et chronique. Qu'est-ce que ça veut dire, insuffisance rénale? Et le furosémide, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il va aider en quelque sorte tout ce qui est insuffisant rénal? Est-ce qu'il va augmenter l'excrétion? Insuffisance rénale, il n'y a pas de réabsorption, il n'y a pas une bonne excrétion.
Défaillance totale, c'est le furosémide, on peut pas le donner. C'est moins de 30 ml, etc. Mais une insuffisance rénale aiguë et chronique dont la clairance n'est pas inférieure à 60, à 30, on peut donner le furosémide dès qu'il y a une fonction même minimale du rein. Il va aider à excréter. Voilà. Tout ce qui est effet indésirable, quand je dis hypovolémie, c'est logique. Quand je dis déshydratation, est-ce qu'on est d'accord? Les deux هذوك اللي لابسين نوار اللي يحكيو شبعتوا هضره راكم فاهمين très bien. Et insuffisance rénale chez les patients qui présentent une clairance très bas. Donc quand on trouve un sujet qui présente une insuffisance rénale grave, dont la clairance elle est très, oui. Le furosémide, il est indiqué en cas d'une insuffisance rénale aiguë et chronique, sauf dans le cas où le rein il est dans un état critique, là où la clairance rénale elle est très diminuée. Là, il ne va faire rien. Il n'est pas actif. Il ne va faire rien. Entre parenthèses. D'accord? Est-ce que c'est clair? Quand je dis l'hypocalémie, quand il y a une excrétion de sodium, il y a un retour du potassium, mais pas. D'accord? C'est ici. Le bascule. C'est ici, pardon. C'est le sodium qui va être réabsorbé. Est-ce que c'est clair? Oui? Qui a dit non? Vous voyez le 3 sodium, le 2 potassium, etc., le chlore, etc. Suivez, oui, suivez. S'il n'y a pas de réabsorption du chlore, le 2 chlore, s'il n'y a pas de réabsorption, vous voyez le chlore et le potassium? La pompe fait chlore et potassium. Donc, il y aura ce qu'on appelle le retour de, le contraire, l'excrétion de potassium. S'il n'y a pas de chlore, il n'y a pas de potassium. Est-ce que c'est clair? Donc, j'inhibe cette partie. Vous voyez le potassium et le chlore? S'il y a une élimination du chlore, automatiquement, le potassium, il va suivre. C'est comme un symporteur. Est-ce que c'est clair? Même chose pour le 3 sodium et le 2 potassium. S'il n'y a pas de potassium, c'est le contraire. C'est le sodium qui va être excrété. Est-ce que c'est clair? L'alcalose métabolique. L'origine de l'alcalose, vous connaissez c'est quoi l'alcalose métabolique? Donc, généralement, c'est comme une règle. Dès qu'il y a une élimination du chlore, il y a ce qu'on appelle le chlore bicarbonate. Chlore bicarbonate. Élimination de chlore, retour de bicarbonate, causant une alcalose métabolique. Et l'autotoxicité, c'est des médicaments très toxiques. Généralement, et surtout au niveau de l'oreille, ils passent au niveau de l'oreille, causant une autotoxicité. C'est pour ça, l'association avec les aminosides et après on peut faire, elle est déconseillée ou bien si elle est utilisée, on doit bien suivre l'état de malade. Parce que demain vous allez voir les aminosides, donc c'est des médicaments qui entraînent l'autotoxicité, néphrotoxicité. Est-ce que c'est clair? هذه une règle. Furosémide, ce sont des médicaments toxiques qui entraînent l'autotoxicité et peut-être la néphrotoxicité. Les contre-indications, tout ce qui est hypersensibilité, hypovolémie, hypocalémie. Vous n'allez pas prendre, par exemple, un patient qui a de l'hypocalémie et vous allez lui donner le furosémide ou bien le Lasix. Est-ce que c'est clair? Cirrhose et encéphalopathie hépatique. Qui peut m'expliquer pourquoi? Oui? Haute voix, s'il vous plaît.
Très bien. Oui. Et il y a un dysfonctionnement du foie. C'est le lieu de métabolisme et tout ça. Et aussi l'encéphalopathie hépatique. Vous connaissez c'est quoi l'encéphalopathie hépatique? Un cas avancé de cirrhose. C'est quoi? C'est la présence des produits toxiques au niveau du sang qui passent au niveau du cerveau. Donc le furosémide, il va participer au passage du produit toxique au niveau au niveau du cerveau. S'il y a une cirrhose, bien sûr, déjà cirrhose hépatique, donc il n'y a pas de libération de furosémide, il n'y a pas d'élimination, donc il sera au niveau du corps et il sera passé par la circulation sanguine au niveau du cerveau. Donc, parce que le foie, c'est le lieu de métabolisme. Donc s'il n'est pas métabolisé, il reste toxique. Oui. Donc voici la liste des médicaments, donc diurétiques de l'anse. Donc ça c'est juste pour vous. Un demi, etc. Les thiazidiques et apparentés. Quand je dis thiazidiques, tout simplement, ils vont inhiber le cotransport sodium-chlore. Vous voyez ici? Ils vont être fixés à ce niveau. Ils vont inhiber le cotransport sodium-chlore. Donc, j'aurai le contraire. Et le chlore qui va être, plutôt, le contraire. Élimination du sodium et du chlore. On a l'hydrochlorothiazide, clopamide et indapamide. Elles ne sont pas très utilisées. Est-ce que c'est clair? Ici, c'est quelle partie est thiazidique? Distal. Les indications, en cas d'une hypertension artérielle, on peut dire, mais soit seul, soit en association avec d'autres antihypertenseurs, on va voir après. Préféré aux diurétiques de l'anse car ils agissent plus duralement et un effet moins prononcé. Généralement, on associe diurétique thiazidique avec diurétique de l'anse. L'un actif au niveau de l'anse de Henle et l'autre au niveau du tube contourné distal. Les œdèmes, on est clair. S'il vous plaît, arrêtez de bavarder. L'insuffisance cardiaque et le diabète insipide néphrogénique. Qui peut me définir c'est quoi le diabète insipide néphrogénique? Donc le néphron résiste à l'action de l'ADH avec présence d'une augmentation du taux de glucose qui vont influencer les vaisseaux du néphron ou bien du rein. Quand on dit vaisseaux du rein, ils ne sont plus fonctionnels. C'est pour ça on dit diabète insipide néphrogénique. C'est-à-dire qu'il y a le problème majeur, c'est au niveau du néphron. Oui. Les effets indésirables, déshydratation, on est d'accord? Toujours l'hypocalémie et l'hyponatrémie et l'alcalose. L'hyponatrémie, c'est d'accord, c'est clair, parce que c'est l'expression. L'hypocalémie, c'est toujours le sodium-potassium ou bien le chlore-potassium. C'est les mêmes. Chlore-potassium, sodium-potassium. Excrétion de sodium, entrée de potassium. Ou bien le chlore, s'il y a une excrétion de chlore, ou bien il suit le chlore et ou bien le contraire de sodium. L'alcalose, très bien. C'est à cause de donc il y aura très bien. Les contre-indications, donc les diurétiques thiazidiques, c'est des sulfamides. Souvenez-vous de ça, des sulfamides. Et quand je dis sulfamide, je dis une hypersensibilité. Je dis une hypersensibilité jusqu'à l'allergie. Donc, quand vous prescrivez, Inch'Allah,
prescrirai, Inch'Allah. Il faut faire attention aux allergies. Demain, c'est les sulfamides. On va voir bien les sulfamides, tout ça. C'est des allergisants. Jusqu'au choc anaphylactique, ou bien choc. D'accord? Ils peuvent provoquer jusqu'à un choc anaphylactique. Cirrhose hépatique, c'est les contre-indications avec une insuffisance rénale. Et l'encéphalopathie hépatique, pourquoi? Parce que l'encéphalopathie hépatique, elles peuvent entraîner un coma ou bien des convulsions. En association avec les diurétiques thiazidiques, elles peuvent entraîner jusqu'à la convulsion du patient. Donc, risque de convulsion. Aussi, contre-indication en cas de la goutte. Pourquoi selon vous? Très bien, l'acide urique. Souvenez-vous, donc, dès qu'il y a une élimination de quel que soit l'ion, il y a un retour ou bien une réabsorption d'autres molécules, dont l'acide urique. Élimination du chlore, retour de bicarbonate, retour de l'acide urique, etc. C'est selon la molécule. Et selon le tube, d'accord? Il y a un tube là où il y a la réabsorption de l'acide urique, l'autre tube, je sais pas, et vice versa. D'accord? Est-ce que c'est clair? Épargneur potassique. On a deux médicaments. Les médicaments, les anti-aldostérone et les pseudo-anti-aldostérone. C'est quoi anti-aldostérone, pseudo-anti-aldostérone? Vous allez trouver plutôt beaucoup de spironolactone. Vous connaissez c'est quoi la spironolactone? C'est un anti-aldostérone. Il est utilisé dans le cas ou bien comme un antagoniste du récepteur de l'aldostérone. Vous voyez le schéma? L'aldostérone, quel est l'effet de l'aldostérone? À titre d'information, spironolactone ou bien l'aldostérone a une action nucléaire. Mécanisme d'action nucléaire dans les noyaux. Il va entraîner l'augmentation de la synthèse des pompes, des cotransporteurs, sodium, tout ça. Si j'élimine l'action de l'aldostérone, j'élimine donc la synthèse et la réabsorption de sodium et de l'eau. D'accord? Momentanément, jusqu'à le produit disparaît de l'organisme. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Au fond. C'est clair ou je répète? J'entends rien. Oui? Oui. J'ai pas entendu. Je قالت سمعتوا collecteur. Collecteur une partie de distal. Collecteur une partie de distal. Une partie du distal et le collecteur. Les pseudo-anti-aldostérones inhibent les canaux sodiques par un mécanisme compétitif vis-à-vis le sodium sur les ondes chargées négatives. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous voyez qu'il y a réabsorption du sodium et sortie de potassium. Ils vont agir à ce niveau. C'est toujours le même mécanisme. Ils vont inhiber ou bien entraîner le contraire, une excrétion du sodium et ça sera l'inverse. Le potassium, il sera réabsorbé. Est-ce que c'est clair? On les appelle les pseudo-anti-aldostérones parce qu'ils agissent au niveau du tube collecteur auprès de récepteurs des aldostérones. Est-ce que c'est clair? C'est trop d'informations, mais petit à petit, vous allez comprendre tout ça. L'essentiel, vous avez une idée de c'est quoi épargneur potassique, c'est quoi thiazidique, quel niveau, et les effets indésirables. Donc, pour les indications, l'HTA, on est clair. L'insuffisance cardiaque, l'état œdémateux, surtout les œdèmes sérotiques,
et l'hyperaldostéronisme primaire. Qu'est-ce que ça veut dire, l'hyperaldostéronisme primaire? Est-ce que vous avez une idée? Oui? Oui? Très bien. Généralement, elle est génétique. Une hypersécrétion de l'aldostérone au niveau de la médulo-surrénale. La cause, elle est génétique. Parce que c'est primaire. Quand on dit primaire, c'est génétique. C'est secondaire. Normalement, c'est secondaire. Tumeur surrénalienne, oui. La cause tumeur, c'est pas... L'effet indésirable, l'hypercalémie. Est-ce qu'on est clair? C'est des épargneurs de potassium. Dès qu'il y a une excrétion de sodium, il y a un retour, le contraire du potassium. C'est pas comme les autres. C'est pas comme les autres. C'est des importeurs. D'accord? L'acidose hyperchlorimique. Logique. Parce que le retour, H+, ou dès qu'il y a une hypercalémie, acidose, ou dès qu'il y a une hyperchlorémie, sortie du bicarbonate. Est-ce que c'est clair? Gynécomastie, impuissance, donc il faut faire attention pour les gens qui prennent l'espéronolactone et tout ça. Il entraîne une impuissance, baisse de libido, hirsutisme, irrégularité menstruelle. Et pourquoi? J'explique brièvement et on passe. Spironolactone, il ressemble à les hormones, progestérone, estrogène, tout ça, testostérone. Il ressemble à des hormones. Il peut entraîner une activité hormonale. Par exemple, baisse de libido, hirsutisme, action comme la testostérone. Est-ce que c'est clair? Il y a une partie qui ressemble à ces hormones. Inhibiteur de l'anhydrase carbonique. Est-ce que vous connaissez ce médicament? Donc, au niveau du tube contourné proximal, brièvement et sans faire de trop, donc il va inhiber l'enzyme qui transforme le CO2 et l'H2O en bicarbonate et H+. Si j'inhibe la formation de H+, vous voyez? Suivez bien les schémas. Les schémas, c'est très important. Suivez bien les schémas. Si j'ai pas de H+, est-ce que j'aurai le cotransporteur H+ sodium fonctionnel? C'est ici. C'est ici. Vous voyez? Donc, si j'ai pas le H+, je vais inhiber l'anhydrase carbonique. D'accord? La réaction, elle passe de ce côté et de l'autre côté. D'accord? CO2 plus H2O. Il va donner H3 CO3+. Puis, le HCO3, que ce soit là, que ce soit là. Donc, le HCO3- plus H+. C'est juste? Si j'inhibe cette réaction, j'aurai pas de H+. Est-ce que j'aurai le sodium qui est réabsorbé? Donc, c'est le contraire. Il soit, donc, il sera éliminé. Est-ce que c'est clair? Donc, il abolit la réabsorption du bicarbonate de sodium par inhibition de la formation de H+. On n'a pas le H+. C'est clair? Et donc, pas de réabsorption du sodium. C'est une réaction qui passe par ici, par là. Est-ce que c'est clair? AC, c'est l'anhydrase carbonique. AC, c'est l'anhydrase carbonique. Donc, c'est un médicament qui n'est pas très utilisé en cas de l'HTA. Mais généralement,
elle est utilisée en cas du glaucome à angle ouvert. C'est quoi le glaucome à angle? C'est l'augmentation de la pression intraoculaire. Ouvert, c'est une urgence. Donc l'accumulation de l'humeur aqueuse, donc c'est une neuropathie optique due à l'accumulation de l'humeur aqueuse au niveau de trabéculum, d'accord? Trabéculum. Donc il y a un défaut entre l'iris, donc la fermeture de l'iris, ce qui entraîne une augmentation de l'humeur aqueuse. Au niveau, bien sûr, au niveau de la chambre antérieure, au niveau du trabéculum de l'œil. Donc ça, on peut donner l'acétazolamide. C'est le seul utilisé comme diurétique pour des indications particulières. Et parce que l'humeur aqueuse, elle est très riche en bicarbonate. C'est pour ça qu'on donne l'inhibiteur thiazidique. Est-ce que c'est clair? Clair? L'alcalose métabolique, elle est indiquée. Donc c'est clair, c'est pourquoi elle est indiquée dans le cas d'alcalose métabolique, parce qu'il inhibe l'expression, ou bien la réabsorption du bicarbonate. Et les mal aigus de montagne, c'est ce qui concerne l'oreille. L'oreille. Donc il y a un liquide au niveau de l'oreille, voilà. Les effets indésirables, l'hypocalémie et l'acidose, les céphalées, les vertiges et de fatigue. Est-ce que c'est clair? C'est clair jusqu'à maintenant? Quand je dis diminution du bicarbonate, je dis acidose. Et il y a une élimination de sodium et aussi l'H+, il n'est pas. Et là, c'est la physiologie, elle est un peu délicate. L'H+, il n'est plus réabsorbé automatiquement, le potassium aussi. C'est pour ça il y a un risque d'hypocalémie. Est-ce que c'est clair? Donc, c'est pas toujours une hypercalémie acidose. Qui a dit ça? C'est clair? Je pense les diurétiques, on termine avec cette classe. Les diurétiques osmotiques, c'est très très simple. Vous connaissez le mannitol? Le mannitol, glycérol, mannitol. Donc c'est des diurétiques osmotiques. Ils ne passent directement vers le rein. Ils ne seront pas réabsorbés ou quoi que ce soit. Ils sont utilisés pour attirer les électrolytes au niveau rénal, pour augmenter leur élimination. Tout simplement. Ils attirent tout ce qui est électrolyte. Donc c'est des médicaments qui activent au niveau du branche ascendante de l'anse en les tubes proximales et ils sont librement perméables à l'eau. Dès qu'il y a mannitol, il fait appel à l'eau et aux électrolytes. C'est pour ça qu'il y a les urgences, mannitol, etc. Ils doivent souvent un sérum. Donc l'augmentation de la concentration de diurétique, elle fait appel ou bien elle augmente l'osmolarité et diminue la réabsorption de l'eau des électrolytes. Est-ce que c'est clair? Tout simplement, elle est très facile. On a le mannitol et le glycérol. Généralement, on le donne en cas de glaucome, prévention de collapsus rénal. Quand on a un rein qui est défaillant, on peut administrer le mannitol dans le risque d'éviter ou bien le collapsus rénal. D'accord? Parce qu'il fait appel aux électrolytes, à l'eau. On peut dire le rein, il n'est plus fonctionnel. Il refonctionne ou bien il aide finalement vers le rein pour être plus fonctionnel. Traitement épuratif de certaines intoxications. Vu qu'il fait appel aux ions, par exemple une intoxication au cuivre ou mercure, je sais pas, n'importe quel ion, il fait attirer tout ce qui est électrolyte
dans les autres. C'est pas une indication juste. Il y a des antidotes, il y a des contre les intoxications, mais on peut administrer le mannitol. Le mannitol. Les glycérols, vous savez c'est quoi les glycérols? C'est en cas de constipation, bien en association, en cas de dans les injections, en cas de varices, les varices, oui, c'est des antivariques en association avec l'alun de crampe. Est-ce que c'est clair? Donc le mannitol, c'est généralement le glaucome, les intoxications, collapsus rénal, etc. C'est pas purement les HTA. Est-ce que c'est clair? Les effets indésirables, clairement, la déshydratation et l'hyponatrémie, parce qu'il fait appel le maximum de l'eau au niveau rénal. C'est pour ça, on sent qu'il y a une hyponatrémie. Plutôt. S'il y a une attraction de l'eau, donc on sent que il y a une hypernatrémie, vu qu'il y a une déshydratation. فهمتوا؟ La concentration شفتوا كي تحطوا الماء ماشي كيما dans 500 millilitres 5 mg ومن بعد تنقصي من 500 تولي 200, on sent qu'il y a une augmentation de la concentration de sodium. D'accord? Vu qu'il y a une déshydratation, mais qu'est-ce que les contre-indications, hyperosmolarité, donc on ne peut pas donner en cas d'hémorragie cérébrale. Déjà, il y a un risque hémorragique et on dit le mannitol, donc ça va aggraver les choses. Là, on a terminé les diurétiques. On passe maintenant aux bêta-bloquants. Quand on dit bêta-bloquants, ils vont bloquer quoi? Bêta-adrénergiques. On les appelle les récepteurs bêta-adrénergiques. Donc, c'est des antagonistes compétitifs. C'est pas non compétitif, ou bien incompétitif. Compétitifs des récepteurs bêta-adrénergiques. Combien de types de récepteurs de bêta-adrénergique on a? Donc, on a le 3, il se trouve au niveau? Oui, on le laisse à part. Ce qui nous intéresse, c'est les bêta. Et les bêta, 2. Inhibiteurs de bêta. Donc, ça peut inhiber le 1, le 2 ou bien les deux. Logique? Oui. C'est pour ça qu'on a des médicaments cardio ou bien qui présentent une activité cardio ou bien une cardio à titre de cardiosélectivité. Qu'est-ce que ça veut dire cardiosélectivité? C'est-à-dire ils sont cardiosélectifs, ils bloquent seulement le récepteur bêta 1. Donc on a des médicaments qui sont cardiosélectifs. Ah oui. Des médicaments qui présentent une activité sympathomimétique intrinsèque. Est-ce que vous avez une idée de ce terme? C'est quoi? Ça veut dire, très bien, c'est un antagoniste, mais partiel. Il présente une activité sympathomimétique intrinsèque. Ça veut dire, il actionne antagoniste, il se fixe sur le récepteur, il n'y a aucun effet. En même temps, il se fixe sur le récepteur, une partie de ce médicament, elle ressemble au bêta-mimétique, ou bien l'adrénaline, la noradrénaline, les médiateurs qui se fixent sur les bêta. Ils donnent l'effet. Est-ce que c'est clair? En même temps, c'est un antagoniste, il se fixe sur le récepteur, une partie, elle va antagoniser. Donc, là, le récepteur, une partie, là où, quand j'antagonise le récepteur, j'aurai aucun effet. Il y a une partie de récepteur, il y a une petite similitude, ou bien, entre l'agoniste et l'antagoniste. L'agoniste, c'est quoi? Tout ce qui est adrénaline, noradrénaline, tout ce qui se fixe, le médiateur qui se fixe au niveau de la bêta-1, c'est l'adrénaline, la noradrénaline. Il y a une petite similitude entre le médicament et l'adrénaline et la noradrénaline.
Ça veut dire, c'est la capacité d'exercer un certain degré d'activité agoniste partielle, bêta-stimulante. Cet effet, comment on explique l'effet? Ça veut dire qu'il y a une parenté structurale entre les catécholamines et les bêta-bloqueurs. يشبهوا شوي لبعضهم يشبه شوي l'adrénaline et la noradrénaline. En même temps, l'action antagoniste est كاينة, mais une petite activité mimétique ou bien l'activité sympathomimétique intrinsèque. Pourquoi laisser des médicaments, et c'est exprès, les chercheurs et les fabricants font exprès de produire des médicaments à activité sympathomimétique intrinsèque. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Quand j'antagonise les bêta-bloquants, j'aurai quel effet? Le contraire de tout. Est-ce que j'aurai une fréquence cardiaque, contractilité, donc négative, conductivité négative, chromotrope négatif, chronotrope négatif, battemotrope négatif. Ok. À un certain moment, il y a une exagération de l'effet. Quand je dis il n'y a pas de fréquence cardiaque ou bien négative, suivez bien, j'aurai même jusqu'à la bradycardie. D'accord? Il y a pas, par exemple, la fréquence, elle est 150 ou les 70. Non. Jusqu'à la bradycardie, inférieure à 50. C'est pour ça les fabricants ou bien les chercheurs, ils ont fabriqué un médicament qui a une activité antagoniste avec une activité sympathomimétique légère pour éviter les effets indésirables, tels que la bradycardie. Est-ce que c'est clair? Action agoniste partielle pour limiter l'effet bradycardisant des bêta-bloquants, limiter le risque d'aggravation de syndrome de Raynaud. Vous connaissez c'est quoi le syndrome de Raynaud? Le syndrome de Raynaud, je vous ai expliqué. Donc, c'est vasospasme localisé sur un ou plusieurs doigts de la main en réponse au froid ou au stress. Donc, voilà, soit en couleur bleue avec des douleurs, on dirait des spasmes. Les spasmes, elles sont causées par les bêta-bloquants du risque en vasoconstriction, puis le contraire. Ça va entraîner le syndrome de Raynaud. D'accord? C'est dû au vasospasme. C'est un effet indésirable des bêta-bloquants lié à, bien sûr, l'effet pharmacologique. D'accord? Parce que, automatiquement, quand j'évite ou bien je fais un bêta-bloquant qui va antagoniser l'activité, donc tout ce qui est fréquence cardiaque, tout ce qui est, quoi encore? Conductibilité, excitabilité négative. Qu'est-ce qu'il y a comme conséquence? Est-ce que l'organisme va être, qu'est-ce qu'il va faire l'organisme? Et voilà, il compense. Donc, on a une fréquence cardiaque, elle est très bas. La contractilité, où il dit l'organisme? Qu'est-ce qu'il va faire? Il dit le contraire. Il compense. Comment il compense? Vasoconstriction, كل شيء يعاود يطلع. هذيك la vasoconstriction, c'est les vasospasmes. C'est une réponse à l'action des bêta-bloquants. Est-ce que c'est clair? اليوم حطيتكم des pharmacologues. Bon, c'est la liste des médicaments, les bêta-bloquants. Après, Inch'Allah, donc à retenir par cœur, parce que vous allez trouver tout ça dans les officines. Vous allez travailler avec je sais que après vous allez avoir ou bien vous allez devenir des médecins généralistes, mais vous allez orienter. D'accord? Ça, c'est l'hypertension, tout ce qui est insuffisance cardiaque, c'est spécialité des cardiologues. Mais le médecin généraliste, il doit apprendre tout ça. Les médicaments avec une activité sympathomimétique intrinsèque, les médicaments cardiosélectifs, les non cardiosélectifs, etc.
Avec le temps, mais si tu non, c'est avec le temps et l'expérience et la révision tout le temps. D'accord? Les bêta-bloquants, donc c'est des molécules qui vont antagoniser donc tout ce qui est récepteur bêta. Quand j'antagonise les récepteurs bêta, donc je diminue tout ce qui est contractilité, tout ce qui est conduite fréquence, tout ça. Donc en conséquence, je diminue le débit cardiaque. Donc il n'y aura pas un grand débit qui va passer ou bien du sang vers la circulation sanguine. Inhibition du système rénine-angiotensine-aldostérone. Est-ce que vous vous souvenez, dans une planche, bêta 1 active la rénine? Voilà. Donc, il y a une inhibition de la sécrétion de la rénine, inhibition du système rénine-angiotensine-aldostérone. Diminution de la consommation cardiaque en oxygène. Si j'ai pas un grand travail, il n'y a pas de fréquence, il n'y a pas de débit augmenté, par conséquent, je diminue la consommation en oxygène. Donc, c'est une conséquence. Est-ce que c'est clair? Les indications, vous connaissez tous, je pense que vous connaissez les bêta-bloquants. Le propranolol, tout ce qui est aténolol, nimodolol, aténor, les bisoprolol. C'est des médicaments qui sont prescrits en cas d'HTA. Pardon. Angor, vous connaissez c'est quoi l'angor? Les crises d'angor. Les préidièmes, les crises d'angor, ça veut dire que les artères coronariennes, elles sont rétrécies. Donc il y a manque ou bien d'oxygène au niveau de cardiaque jusqu'à avoir nécrose et le maximum, bien l'état sévère, c'est l'infarctus de myocarde, IDM. D'accord? C'est ça l'angor. C'est pour ça il est indiqué en cas d'angor. En quelque sorte, il diminue l'activité cardiaque. Si je diminue l'activité cardiaque, je diminue la consommation en oxygène. Est-ce que c'est clair? Trouble de rythme. Par exemple, j'ai un trouble de rythme, je peux donner les bêta-bloquants. Ils vont diminuer tout ce qui est fréquence cardiaque. Et en cas d'une insuffisance cardiaque, voici les médicaments, les seuls médicaments utilisés en cas d'insuffisance cardiaque, pas plus. Clair? Bisoprolol, carvedilol, nebiviolol. Les autres indications, vous allez trouver les bêta-bloquants sous forme de collyre, tels que timolol. Dans le cas de glaucome, qu'est des collyres, donc la liste des médicaments. Quand vous consultez le cours, vous allez trouver ça. Manifestation de l'anxiété. Et leur donne beaucoup plus le propranolol. Propranolol, surtout pour les gens qui ont de la panique, t'as des examens et tout ça. Ils prennent de la propranolol. Et aussi, traitement prophylactique de la migraine. La migraine, parce que la migraine, généralement, c'est la en prophylaxie. Soit il y a alternance vasoconstriction après la vasodilatation. Donc ils vont traiter tout ce qui est vasoconstriction, la migraine. Est-ce que c'est clair? Vous allez trouver propranolol aussi. Est-ce que c'est clair? Les effets indésirables. Nous avons dit qu'il y a un risque de bradycardie, d'hypotension. Oui, c'est bronchospasme. Est-ce que vous connaissez pourquoi? Très bien. Parce que les bêta-bloquants, j'antagonise les bêta 1 seuls, c'est les cardiosélectifs. Les non-cardiosélectifs, j'antagonise les bêta 1 et les bêta 2. C'est là où j'aurai un risque de bronchospasme. Pourquoi le bronchospasme? Parce que les bêta 2, c'est des bronchodilatateurs. Si j'antagonise les bêta 2, j'aurai des bronchospasmes. Est-ce que c'est clair? C'est la logique qui te forme la physiologie. C'est pour ça le premier cours début, j'ai fait la physiologie.
C'est à partir de la physiologie, on comprend tout ce qui est pharmacologie. Est-ce que c'est clair? Est-ce que je peux donner les bêta-bloquants chez les asthmatiques? Faites attention. C'est contre-indication absolue. Tout ce qui est bronchopneumopathie, tout ce qui est un problème asthmatique, tout ce qui est bronchoconstriction, les bêta-bloquants sont contre-indiqués. Risque de majoration d'une hypoglycémie. Ici, l'hyperglycémie, généralement, elle est associée à des sueurs, augmentation de la fréquence cardiaque, oui, tachycardie, sueur, oui, tremblement, etc. Les bêta-bloquants diminuent tout ça. Ils abolissent tout ça. Vous aurez des patients qui souffrent d'une hyperglycémie ou bien de diabète, mais les bêta-bloquants, comment dirais-je, ils passent inaperçus. S'ils prennent les bêta-bloquants. Il faut faire attention. D'accord? Très bien. Est-ce que c'est clair? Risque de majoration, céphalie, vertige, troubles de sommeil et les cauchemars. Est-ce que c'est clair? Les contre-indications, c'est clair. Donc, on ne le donne pas en cas chronique, obstructé, insuffisance cardiaque, sauf pour les médicaments que j'ai déjà mentionnés. Les restes, c'est contre-indications. Il est lié à d'autres mécanismes. Je ne vais pas vous expliquer tout ça. Bradycardie. Par exemple, vous trouvez que, la tension, par exemple, il est à 55. On va de vous prescrire le bêta-bloquant. Non. Est-ce que c'est clair? Et l'hypotension. Si vous avez l'hypotension, on utilise le bêta-bloquant. On a terminé. On passe aux médicaments qui agissent sur les systèmes rénine, angiotensine, aldostérone. C'est les médicaments les plus utilisés dans la pratique et dans la thérapeutique. Les inhibiteurs de l'enzyme de conversion. On va pas trop tarder parce qu'on a compris déjà tout ce qui est physiologique. Donc, les médicaments, on a des médicaments enalapril, ramipril, captopril, phosinopril. C'est une classification chimique, mais pas pour vous apprendre. C'est juste pour connaître les différents médicaments. On a, par exemple, tout ce qui est pril, enalapril, phosinopril, etc. Le mécanisme d'action, inhibition de l'enzyme de conversion, ça veut dire quoi? Je vais diminuer la production donc, diminution de vasoconstriction, encore. Très bien. L'angiotensine intervient dans la synthèse et la libération de l'aldostérone, donc je diminue l'aldostérone. Et aussi, l'enzyme de conversion, il dégrade la bradykinine. Si j'inhibe la dégradation de la bradykinine, vasodilatation. Est-ce que c'est clair? Au fond, clair? Très bien. Le monoxyde d'azote, il intervient, et la prostaglandine dans la vasodilatation. D'accord? La bradykinine, elle augmente la synthèse de la monoxyde d'azote et la prostaglandine et la vasodilatation des vaisseaux. Est-ce que c'est clair? Donc, c'est des antagonistes, que ce soit compétitifs ou bien non compétitifs, des récepteurs AT1. Ici, c'est les sartans. C'est quoi les sartans? J'antagonise les récepteurs AG ou la angiotensine 2. Si j'antagonise les récepteurs angiotensine 2, j'aurai comme conséquence les mêmes effets. Je diminue la vasoconstriction, je diminue la libération de l'aldostérone, mais il y a une différence. Qui peut me dire la différence entre IEC et sartan? Il y a une libération. Il y a une synthèse.
l'angiotensine, il se fixe sur son récepteur, il va induire la synthèse et la libération de l'aldostérone. Mais dès qu'il trouve un antagoniste à sa place, est-ce qu'il y a synthèse et libération de l'aldostérone? Donc c'est kiff mal les IEC. S'il n'y a pas d'antagoniste, donc il va agir normalement. Oui, mais s'il y a un antagoniste, donc traitement chronique, il va antagoniser les récepteurs de l'AT1. Le récepteur, c'est les récepteurs AT1 de l'angiotensine 2. Quelle est la différence entre un IEC, inhibiteur de l'enzyme de conversion, et les sartans? Et voici la liste. Losartan, valsartan, candesartan. Tout ce qui est sartan, c'est les ARA. Les ARA ou bien les antagonistes, du récepteur de l'angiotensine 2. Oui. Là. Les sartans, c'est des médicaments qui antagonisent le récepteur de AT1 de l'angiotensine 2. Le récepteur ESMO, il s'appelle AT1. انتم ما عندكم الإجابة في السبورة. صحيتو. Très bien. Donc il y a la différence de la bradykinin. Les EEC inhibent la dégradation, les EEC inhibiteurs. Donc il va inhiber l'enzyme de conversion qui dégrade la bradykinin. Donc il y a une augmentation de la concentration de la bradykinin dans les EEC. Est-ce que c'est clair? Très bien. Les sartans, est-ce que vous avez compris? C'est quoi les sartans? Très bien. Aussi, donc les indications HTA. C'est pas comme par exemple les diurétiques, certains sont indiqués dans l'HTA, d'autres dans, je sais pas, glaucome et intoxication. Ça c'est l'HTA. Il peut être remplacé par un IEC, par un ARA, en cas de toux sèche. Je vais vous expliquer tout ça. L'IEC, les inhibiteurs de l'enzyme de conversion, a un effet indésirable, la toux sèche. Est-ce que vous savez pourquoi? Oui? Hein? Il va augmenter quelle molécule qui va entraîner la toux sèche? Très bien. Excellente. La bradykinin est responsable de l'apparition de la toux sèche. C'est comme un effet indésirable. Écrivez. Donc, c'est pour ça, les patients sous IEC développent ou bien peuvent développer une toux sèche grâce à la concentration augmentée parce qu'elle sera en grande quantité qui est responsable de la toux sèche. Est-ce que c'est clair? Il est indiqué aussi en cas d'une insuffisance cardiaque. Est-ce que vous arrivez à suivre? Est-ce que je répète? Qui a dit oui? Je répète. Quand j'inhibe l'enzyme de conversion, donc j'inhibe la transformation de l'angiotensine 1 en angiotensine 2. Donc ça, tout ce qui est vasoconstriction, diminution de tout ça. Mais aussi, j'inhibe la dégradation de la bradykinin en métabolite inactif, qui est dégradé par l'enzyme de conversion. Quand j'inhibe, la bradykinin, elle sera en grande quantité. Cette bradykinin, c'est comme des agents qui entraînent allergisants, qui entraînent une sécrétion de certaines cytokines. Il y a tout un mécanisme qui va entraîner la toux sèche, comme une réaction à quelque chose en grande quantité et qui va entraîner comme une allergie. D'accord? Insuffisance cardiaque. C'est des médicaments utilisés dans le cas d'une insuffisance cardiaque.
tous les médicaments, donc toutes les classes, plutôt les médicaments de cette classe peuvent être utilisés donc dans le cas d'une insuffisance cardiaque. IDM, vous connaissez c'est quoi l'IDM? Infarctus de myocarde récent et des néphropathies diabétiques protéinuriques. Est-ce que c'est clair? Ça concerne beaucoup plus une vasodilatation. Donc, parce que généralement la défaillance du rein est liée aussi à la vasoconstriction du vaisseau. Quand je vais entraîner une vasodilatation, je vais par exemple éliminer tout ce qui est l'eau et tout ça. Donc, il y aura ce qu'on appelle une diminution de l'effet de néphropathique diabétique. Est-ce que c'est clair? Clair? Les effets indésirables communs, donc hypotension orthostatique. Généralement, les médicaments antihypertenseurs, ils entraînent l'hypotension orthostatique. Est-ce que vous savez c'est quoi l'hypotension? L'ordre de vous. Et l'hypercalémie, c'est des médicaments qui entraînent une hypercalémie et aussi une phytotoxicité et des œdèmes angioneurotiques. Les œdèmes angioneurotiques, vous connaissez c'est quoi les œdèmes angioneurotiques? De visage. Et que le visage il est très gonflé, la bouche et tout ça, elle est liée à la bradykine. La bradykine, elle entraîne aussi des œdèmes angioneurotiques. En commun, c'est-à-dire avec les EEC. Les EEC, donc la toux sèche, on a déjà expliqué ça. Et aussi la neutropénie. Donc c'est un effet diminution des neutropines. C'est un effet qu'on le trouve généralement sous IEC. L'explication, il n'y a pas beaucoup d'explications. C'est comme les antibiotiques. On trouve des neutropines et thrombopénies. Les contre-indications, je donne jamais un médicament IEC ou bien ARA, antagoniste du récepteur de l'angiotensine, en cas de grossesse et allaitement. Et bien sûr, en cas des œdèmes. On ne donne jamais ça. C'est pas comme le cas des diurétiques. Là, bien sûr, c'est l'indication principale, c'est les œdèmes. D'accord? Les inhibiteurs calciques. Alpha-méthyldopa. C'est les médicaments alpha bloquants. C'est les centraux. Les anti-hypertenseurs centraux. Généralement, le alpha-méthyldopa. Femme enceinte, نمدو في الجزائر alpha-méthyldopa. Et en cas, on peut donner aussi nicardipine. Inhibiteur calcique, nicardipine. Donc, les seuls. Qu'il y a clonidine et tout ça, mais généralement, en Algérie, on donne méthyldopa et la clonidine. Est-ce que c'est clair? On va expliquer. Les antagonistes calciques ou bien les inhibiteurs calciques. Donc, ils vont inhiber les canaux calciques qui se trouvent au niveau des vaisseaux et au niveau, du cœur. Clair? Quel est le rôle du calcium au niveau des vaisseaux, au niveau du cœur, quand il se fixe sur ces canaux? Très bien. La contractilité, ou bien la contraction. Si il est au niveau des vaisseaux, qu'est-ce qu'il y a comme conséquence? La contraction, la vasoconstriction. Si il est au niveau du cœur, le canal, ou bien les canaux se trouvent au niveau du cœur, qu'est-ce qu'il y aura comme conséquence? La contraction cardiaque. Est-ce que c'est clair? Donc, il y a plusieurs groupes. Donc, les fabricants, bien ont classé les médicaments inhibiteurs calciques en groupe de dihydropyridine, nifedipine, amlodipine. Vous connaissez amlodipine, sélectivité vasculaire marquée. Quand je dis sélectivité vasculaire marquée, qu'est-ce que ça veut dire? Pas d'action au niveau du cœur, action juste au niveau des vaisseaux, indiqué dans le cas HTA.
Les vaisseaux, c'est l'HTA. Très bien. Oui, je comprends. C'est un antihypertenseur. Mais quand je dis verapamil, c'est l'activité cardiaque. Donc, il peut être indiqué. Très bien. Très bien. Tout ce qui est un problème au niveau cardiaque. Les groupes de benzodiazépines, diltiazène, le profil est intermédiaire. On peut le trouver, il peut inhiber les canaux calciques au niveau du vaisseau et il peut inhiber les canaux calciques au niveau du cœur. Est-ce que c'est clair? C'est très important. Hein? Donc, le mécanisme d'action. Premièrement, si j'ai une dépolarisation membranaire, j'ai un potentiel d'action qui traverse la membrane des vaisseaux. Qu'est-ce que j'aurai comme conséquence? Entrée du calcium. Le potentiel d'action, entrée de sodium, puis le potassium. Lors de la phase plateau, il y a une entrée de calcium. Qu'est-ce que on aura comme conséquence? Les vésicules, ils vont migrer. Vésicule de quoi? L'acétylcholine. L'acétylcholine? On n'est pas dans le... Maintenant, je fais la plaque entre ganglion ou bien muscle. Non, ici, c'est les vaisseaux purs. Écoutez, monsieur. Donc, j'ai un potentiel d'action. Il arrive. Je veux bouger quelque chose, ou bien, je sais pas. Il y a entrée de sodium. Déclenchement de potentiel. Puis, je sais pas, entrée du sodium, puis potassium, puis phase plateau. Puis le potassium, si je me trompe pas. La phase de plateau, là où il y a l'entrée du calcium. Dès qu'il y a entrée du calcium, il y a une contraction de la cellule. Ensemble des cellules, ils vont entraîner une vasoconstriction. Est-ce que c'est clair? Si j'inhibe ces canaux, qui sont de type L, exprimés dans les cellules des muscles lisses et les cardiomyocytes, j'aurai une diminution de la concentration de calcium intracellulaire. Il n'y a pas de passage, donc il n'y a pas. Très bien. C'est pour ça que j'aurai comme un effet, donc il favorise la vasodilatation et notamment surtout les dihydropyridines, le premier groupe, l'amlodipine et tout ça, dont l'activité elle est vasculaire. Et aussi j'aurai un effet inotrope négatif. Est-ce que c'est clair? Surtout pour les molécules qui ont une activité cardiaque pure. D'accord? Les indications, donc c'est des molécules de première intention en cas d'HTA. Et je donne la nifedipine en IV ou bien la nicardipine aussi en cas d'urgence hypertensive. Donc en cas d'urgence hypertensive, on a comme molécule. Je ne connais pas. Lesquelles tu belles cours? Oui? عندنا nifedipine, nicardipine, inhibiteur calcique et on a aussi furosémide. Très bien. Là, ça va. La Longor, je peux donner aussi, dans le cas d'Angor, verapamil et diltiazem, parce qu'ils ont une activité cardiaque. Ils vont diminuer tout ce qui est contraction cardiaque, donc j'ai diminué la consommation en oxygène. Et les troubles de rythme, les inhibiteurs calciques, on peut leur donner, bien sûr, c'est des classes de médicaments anti-arythmiques. Dans le cas d'arythmie, troubles de rythme, je peux donner verapamil. Est-ce que c'est clair? Très bien. Donc, les effets indésirables. Je peux assister pour les effets indésirables cardiaques, les troubles de conduction. Donc, insuffisance cardiaque. Donc, traitement prolongé, on peut assister à une insuffisance cardiaque. Le cœur ne fonctionne petit à petit, donc il n'y a pas de contractilité souvent.
jusqu'à arriver à une insuffisance cardiaque. D'accord? Et la bradycardie, c'est comme les bêta-bloquants. Ils peuvent entraîner une bradycardie. Est-ce que c'est clair? Les effets liés à la vasodilatation. Quand vous trouvez des vasodilatations, c'est des céphalées. Oui? Les œdèmes périphériques. Aggravation. Donc ici, surtout les céphalées et les œdèmes. Les céphalées et les œdèmes périphériques. Donc, c'est tout. Clair? Aggravation de longueur. Vous êtes en train de lire. C'est surtout pour la dihydropyridine. DHP. DHP, c'est la dihydropyridine. Action à quel niveau? Vasculaire. Très bien. S'il y a une action vasculaire qui n'est pas assez forte, on peut aussi aggraver longueur. Il n'y a pas d'oxygène qui arrive. Voilà. Donc, on travaille sur les deux côtés. Longueur, c'est pas aussi simple, là. Je diminue, il faut pourquoi diminuer? J'augmente la consommation ou bien je diminue la consommation, les besoins. D'accord? Les alpha-bloquants, je pense qu'on termine par ça. Les alpha-bloquants, c'est des antagonistes du alpha-1, toujours. Si j'antagonise les alpha-1, donc j'aurai l'inverse de l'effet de alpha-1, qui est dans le neuromédiateur ou bien les médiateurs, c'est toujours et la noradrénaline. Très bien. Généralement, j'aurai l'indication de l'HTA, la prazosine. La prazosine. C'est prazosine. Indiqué dans l'HTA, on a juste deux indications et pas plus. HTA, hypertrophie de prostate. Hypertrophie bénigne de prostate. C'est quoi l'hypertrophie? Donc, la prostate ici, elle augmente de volume avec l'âge. Et les hommes peuvent se sentir une difficulté de miction et avoir toujours besoin de fréquent d'uriner. Donc, une hypertrophie, elle se gonfle, c'est bénigne, donc c'est pas maligne. Elle nécessite un alpha bloquant parce que cette partie, la prostate, elle est riche en récepteurs alpha et qui vont entraîner donc tout ce qui surtout les besoins d'uriner et tout ça. Donc, il y aura une diminution de l'effet ou bien de la gravité, pour qu'on passe pas à la gravité de l'hypertrophie de la prostate. Donc, deux indications seulement. HTA, hypertrophie bénigne de prostate. On trouve souvent le rapidil, on le trouve souvent, donc on le trouve normalement au niveau de l'officine. Donc ici, c'est juste une explication, c'est si j'antagonise les récepteurs alpha 1, j'aurai une inhibition de la vasoconstriction, vasodilatation, et en quelque sorte, c'est ça le rôle en cas d'une hypertrophie de prostate, c'est la vasodilatation, tout ce qui est en lien avec la prostate, une diminution de la résistance et une diminution de la pression artérielle. Donc les indications, les insuffisances cardiaques, mais pas aussi, mais pas souvent. Donc dans les recommandations, donc ils ne sont pas très utilisés, mais on peut les utiliser en cas d'une insuffisance cardiaque. Et le rapidil indiqué dans les urgences hypertensives. Donc jusqu'à maintenant, on a clair les urgences. Donc urapidil, l'ifidipine et furosémide, inhibiteur de l'ANS. Donc de ANS. Les effets indésirables, les alpha-bloquants, ils entraînent les hypotensions jusqu'à syncope. Vous connaissez c'est quoi syncope? Les hypotensions orthostatiques, les céphalées, les vertiges, tout ce qui est en relation avec la vasodilatation. Donc, il reste quelques médicaments, par exemple l'hydralazine,
effet avec un effet relaxant des muscles lisses. Il agit sur, c'est des vasodilatateurs directs, action sur les muscles lisses, effet relaxant des muscles lisses, sur les canaux voltage dépendants. Donc, quand je dis vasodilatation directe, il n'y a pas de récepteur alpha 1 ou bêta 1, c'est directement sur les vaisseaux, que ce soit je vais agir sur les canaux voltage dépendants, je vais pas directement commencer le potentiel, il n'y a pas de déclenchement de potentiel d'action. Donc, j'inhibe l'entrée du sodium et de potassium, j'aurai directement une vasodilatation. C'est le cas de l'hydralazine. Hydralazine avec une indication en cas d'une hypertension, mais pas en première indication. Les vasodilatateurs directs, on ne les utilise pas en première intention ou bien en première indication. Est-ce que c'est clair? C'est pas comme le cas des inhibiteurs calciques et les ARA et les EC. Et en cas d'une urgence hypertensive chez la femme enceinte. Mais je n'ai jamais vu. Pour être honnête, on n'a pas au niveau du CHU, l'hydralazine. On a les nicardipines. D'accord? Hydralazine, non. Furosemide, oui. Donc, nicardipine et furosemide. Est-ce que c'est clair? Donc, les effets indésirables, c'est toujours la même chose. Les hypotensions, des céphalées, des dyschémies, donc par augmentation de besoin en oxygène. Donc, quand j'entraîne une vasodilatation, il y a un passage, on dirait, j'informe ou bien j'augmente les besoins en oxygène. Vu qu'il y a un passage de la circulation sanguine, il est assez élevé. Donc, vasodilatation, c'est qu'il y a une grande quantité de sang et donc il y aura le cœur, il arrive plus, donc le pompage avec l'activité pour faire la circulation, donc faire passer la circulation sanguine aux organes, ça nécessite une grande consommation en oxygène. Est-ce que c'est clair? Donc ici, on peut l'associer à un diurétique et un bêta-bloquant. Minoxidil, je les ai ajoutés. Donc, pourquoi? Parce que c'est un médicament utilisé en cas d'alopécie. Vous connaissez c'est quoi l'alopécie? Chute de cheveux. Donc, on le trouve sous forme de lotion au niveau de l'officine. Il est utilisé en cas d'alopécie. En même temps, c'est un médicament antihypertenseur par vasodilatation directe. Donc, il va ouvrir les canaux potassiques. Quand il y a entrée de potassium, qu'est-ce qu'il y a comme conséquence? Relaxation. Donc, relâchement musculaire. Très bien. Sortie, hyperpolarisation, relaxation des muscles. Aussi, cette vasodilatation au niveau des cheveux, de la vasodilatation et l'hyperpolarisation, entraîne l'augmentation de l'irrigation de sang au niveau des cheveux. C'est pour ça qu'elle est utilisée dans le cas d'alopécie. D'accord? C'est par rapport aux canaux potassiques, voltage dépendant. Donc, il y a une augmentation de l'irrigation de sang. Est-ce que c'est clair? Bien sûr, traitement des formes sévères d'HTA. Lorsque les autres traitements ne fonctionnent pas, on passe au vasodilatateur direct. On commence jamais par un vasodilatateur direct. D'accord? Et bien sûr, il n'est pas utilisé seul. Il faut toujours l'associer à un diurétique et bêta-bloquant. Et traitement d'alopécie, j'ai déjà expliqué ça. On termine avec nitroprussiate de sodium. Donc, les antihypertenseurs centraux, vous avez étudié ça. La clonidine, méthyldopa, vous avez fait ça. Très bien. Nitroprussiate de sodium, il est indiqué aussi dans le cas des urgences hypotensives car il entraîne la libération de monoxyde d'azote qui est un vasodilatateur, tout simplement. Mais sans autre explication. Donc, les urgences hypertensives, on a jusqu'à maintenant 5 molécules. Furosemide, nicardipine, urapidil,
nitroprussiate هذا et minoxidil. Très bien. Ça, vous avez étudié, donc c'est les antihypertenseurs centraux. Et on termine le cours avec les médicaments de première intention et deuxième intention. Qui peut me dire les molécules de première intention? Oui? Donc, tout ce qui est de la boule, c'est les premières intentions. Et la petite boule, c'est en deuxième intention. D'accord? Donc, la première intention, c'est quoi? Oui? Oui? Très bien. Encore? Antagoniste du calcium. Les antagonistes de l'angiotensine 2. Les antagonistes de l'enzyme de conversion de l'angiotensine. Les inhibiteurs de la rhinine, j'ai pas fait, donc c'est un seul médicament qui n'est pas utilisé en Algérie. Et aussi les diurétiques. Deuxième intention. Donc auparavant, les bêta-bloquants étaient utilisés en première. C'est récemment, il y a 2 ans, 3 ans, vu les effets indésirables et bien sûr l'efficacité par rapport aux autres médicaments. Est-ce que c'est clair? Donc voici les différentes associations qu'on peut les utiliser. C'est très important, les 2 planches, les 2 dernières planches. On peut utiliser différentes associations et différentes associations ne sont pas, ou bien elles ne sont pas utilisées vu du risque d'effet indésirable. Les médicaments qu'on peut les associer. La ligne directe, association, et l'autre c'est association dangereuse ou bien contre-indiquée. Bismillah. Avec, on commence par diurétique thiazidique avec EEC, avec ARA, antagoniste du récepteur de l'angiotensine. Je fais oumli. Et aussi, très bien, ou l'ARA, c'est tout. Et les inhibiteurs calciques, plus diurétique thiazidique, donc presque le tout. Sauf, et les EEC, est-ce que c'est clair? Ça, c'est l'association possible que vous allez trouver surtout, les cardiologues ils prescrivent ça, c'est les associations surtout en cas d'une hypertension non contrôlée par un seul médicament. Oui. Donc les lignes, هنا plus d'explications. Les hathani كاين les associations, mais ici on a ajouté les alpha bloquants pour bien comprendre. Non? C'est l'association. Qui تكون ligne directe هاي association, qui تكون par exemple هكا contre-indication. même. الأخرى ما فيهاش les alpha bloquants. Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'il y a des questions? Je vous remercie.